Face à l'expert avec Sanlam. Bonjour à vous tous. S'il est un constat à dresser en commençant cette émission, ce constat est bien celui-ci. L'assurance vie ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. De nos jours, le marché représente quelques 26 milliards de dirhams, soit autour de 50% de l'offre globale dans ce domaine bien précis. Cependant, le fait que ce segment semble interpeller le plus grand nombre ne doit pas non plus nous faire oublier qu'il s'articule pour l'essentiel autour d'une clientèle soucieuse du volet épargne-retraite et aussi autour d'une assurance décès, cette police qui permet justement de prévoir sereinement l'avenir et celui de l'assuré en question et celui de ses enfants. Aussi, la confiance doit être totale, elle doit être fondamentale entre l'assureur et l'assuré. Comment démocratiser encore plus l'assurance vie au Maroc? Voilà la question autour de laquelle s'engage notre débat d'aujourd'hui avec Mohamed Louali, DGA Business Unit Vie et Banque Assurance auprès du groupe Sanlam Maroc. Silouali, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors ma première question d'emblée, ce serait celle-ci. Qu'est-ce qu'on entend déjà par assurance vie d'une manière concrète et en quoi aussi, et ça c'est la question un peu corollaire, en quoi le contrat d'essai est différent de ce qu'on entend par l'assurance vie. Alors déjà merci pour votre invitation, c'est Jouaib, et merci de commencer par poser cette question-là parce que effectivement la plupart des gens ils ont du mal à faire la différence entre l'assurance vie et l'assurance d'essai. Probablement parce qu'ils portent un peu une appellation qui est très similaire. Maintenant, d'une manière très générale, l'assurance vie, il porte sur les risques dont la survenance, il va dépendre soit de la survie, soit du décès de l'assuré. C'est pour ça qu'on parle de deux grandes familles d'assurance vie, assurance en cas de décès et assurance en cas de vie. Alors l'assurance en cas de décès, comme vous avez précisé, c'est l'assurance qui permet de verser un capital initial dont le montant est initialement défini au niveau du contrat. Et ce capital-là, il va être versé soit aux personnes désignées, bénéficiaires désignés en cas de décès, soit il peut être versé également à l'assuré lui-même en cas d'invalidité absolue. Pour l'assurance vie, encore une fois d'une manière très simple, le contrat d'assurance vie, c'est un contrat, on va dire, d'épargne sur le moyen et sur le long terme, qui permet de constituer une épargne ou fructifier un capital. Comment ça fonctionne? C'est que le client ou l'assuré, il verse d'une manière régulière des cotisations. Ces cotisations, ils sont revalorisées annuellement grâce au rendement généré justement sur ces cotisations. Alors, dans ces cas-là, quelles sont les conditions à remplir? Là aussi, ça c'est la question que tout le monde se pose. Quelles sont les conditions à remplir pour ouvrir un contrat d'assurance? Apparemment, je pense qu'il n'existe pas de plafond non plus. Il est possible d'alimenter cette assurance vie autant qu'on veut et quand on veut. Alors, tout à fait. Les conditions, déjà, ils sont relativement simples. Il suffit que le souscripteur il faut qu'il ait on va dire, la capacité juridique pour souscrire un contrat, c'est-à-dire il faut qu'il soit majeur, il faut qu'il règle ses paiements et il faut qu'il honore le paiement de ces primes-là qui sont définies. Et il faut qu'il respecte, on va dire, l'âge terme de l'assurance. Si je prends le cas du décès, c'est un contrat classique qu'on a sur le marché, c'est l'âge de 65 ans à 70 ans. Par contre, comme vous l'avez dit, pour la partie assurance vie, il n'y a pas d'âge terme et il n'y a pas de plafond. Donc la personne peut alimenter le compte autant qu'il le souhaite. Et d'ailleurs, ça permet justement de bénéficier de l'avantage fiscal qui est extrêmement allégé et aussi de fructifier l'argent sur la base du rendement qui est généré. Alors, vous avez abordé l'aspect fiscal, justement. Cela nous amène à nous interroger sur la fiscalité à proprement parler des contrats d'assurance vie. Voilà, dites-nous un peu plus de précision à ce sujet.
Alors, le régime fiscal, il va dépendre de la nature de l'assurance. Alors déjà pour l'assurance décès, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne paie pas de taxe sur la prime, mis à part pour l'assurance décès emprunteur où il y a une taxe de 10%. Et le capital qui est versé au bénéficiaire, lui-même, il est exonéré des impôts. Donc déjà, c'est un point qui est important. Pour l'assurance vie, on distingue entre deux régimes. Le premier, quand la personne il va verser de la prime à partir de son salaire net, c'est-à-dire il a déjà payé l'impôt sur le salaire et du coup il verse, on va dire, les primes à partir de son compte bancaire. Donc dans ce cas-là, il ne va pas payer de l'IR ou l'impôt sur le revenu. Maintenant, prenons un exemple, quelqu'un qui a versé 1 million de dirhams. Au bout d'un moment, le 1 million, il va passer à 1 million 200. Donc la plus-value, il est de 200 000 dirhams. Donc il va payer l'impôt que sur les 200 000 dirhams. Mieux encore, si le contrat va au-delà de 8 ans, même sur les 200 000 dirhams, il ne va pas payer d'impôt. Ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime, c'est quand la personne il va cotiser cette fois-ci de son salaire brut ou de son revenu brut. C'est pour ça qu'on parle des primes qui sont déductibles à la source. Dans ce cas de figure, il faut préciser que la personne peut verser jusqu'à 50% dans son salaire brut, c'est pas rien, quand il s'agit d'un salarié ou une personne qui n'est pas salariée, il peut aller jusqu'à 10% de son revenu. Et l'autre avantage également pour l'assurance vie, c'est qu'au moment où il va exercer ses droits, c'est-à-dire le contrat il va arriver à échéance, ben, il a également droit à un régime fiscal qui est très allégé, avec un taux d'abattement qui peut aller jusqu'à 70% de ce qu'il a cotisé, en tout cas de son capital. Tout ça pour dire qu'effectivement, le système fiscal, le dispositif fiscal qui est mis par l'État, normalement, il est censé inciter les personnes à aller dans ce sens-là et épargner de l'argent. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui au niveau des supports sur lesquels sont justement investis les fonds du contrat généralement établi? Alors, sur la question des fonds, on distingue entre deux natures ou deux catégories. La première, c'est les fonds en dirhams. La deuxième, c'est les fonds qui sont ce qu'on appelle en unité de compte. Les fonds en dirhams, ils permettent d'avoir la garantie du capital, c'est-à-dire la personne, au pire, à la fin du contrat, il va récupérer son capital, mais en même temps, la performance observée sur ce genre de fonds elle est relativement limitée. D'ailleurs, avec la succession, on va dire, des crises sanitaires, des crises économiques qu'on a eues ces dernières années, les taux de rendement ils sont relativement à la baisse. Le choix qui a été fait notamment par Salam Maroc, c'est plutôt de renforcer le taux de rendement, justement pour pouvoir accompagner notre clientèle dans cette phase, on va dire, de hausse de l'inflation. D'ailleurs, on a servi un taux de rendement au titre de 2024 de 3,75%, qui nous permet de se situer dans la fourchette haute, on va dire, des taux de rendement du marché. La deuxième catégorie, c'est plutôt les fonds en unité de compte. Ce sont des supports qui sont investis sur des actifs financiers et immobiliers. Cette fois-ci, il n'y a pas de garantie de capital, mais en contrepartie, la performance elle est nettement supérieure par rapport à celle qui est observée par rapport au fonds en capital. Quand on regarde un peu la tendance sur le moyen et sur le long terme, plutôt le trend il est haussier. Donc l'investissement en unité de compte reste le levier le plus rentable en comparaison par rapport au fonds en dirhams. D'ailleurs, au niveau de Salam, on a lancé en 2024 un produit innovant sur le marché qui est un produit de retraite qui allie les deux avantages, notamment de l'assurance vie, l'avantage fiscal qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui va permettre à l'assuré d'accéder à la performance financière des marchés financiers. Alors vous avez souligné tout à l'heure, vous avez évoqué un peu la crise sanitaire. Est-ce que vous vous êtes aperçu peut-être en ce moment-là, durant cette période, une certaine prise de conscience chez les Marocains quant à l'importance de souscrire peut-être une assurance vie? Tout à fait, vous avez raison. Avant, effectivement, les gens ils n'ont pas forcément le réflexe de se dire pourquoi je souscris, que ce soit l'assurance décès pour moi ou pour mes proches,
ou pourquoi je constitue une épargne. Mais ce qu'on a dû constater ces dernières années, notamment avec le Covid, parce qu'on a eu malheureusement tous parmi nos proches un drame, on l'a vécu, et effectivement il y a eu une sorte de prise de conscience qui était constatée justement au niveau de la population marocaine. Alors on va parler maintenant des différents taux de pénétration des marchés d'une manière générale, là aussi d'une manière globale. On sait que le Maroc occupe pratiquement le premier rang au niveau du monde arabe, le troisième à l'échelle de l'Afrique, après l'Afrique du Sud et la Namibie. Quelle est justement la part de la contribution de l'assurance vie d'une manière générale et peut-être qu'est-ce qui pourrait faire la différence ici par rapport à ailleurs? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le marché marocain, à fin 2023, il a fait à peu près 57 milliards de chiffre d'affaires. Le segment vie contribue à hauteur plus ou moins de 50%. Et surtout, c'est un segment qui est porteur, qui a pratiquement doublé, on va dire, de volume depuis 2016. Alors, on ne peut que se réjouir de cette belle performance. Malheureusement, quand on entre un peu plus dans le détail de cette performance-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord qu'elle est dominée principalement par le secteur bancaire. Ça veut dire qu'il y a une tranche de la population qui est non bancarisée, notamment qui n'est pas forcément bien adressée. On constate également que sur le décès, il ne représente que 13%. Alors, et quand davantage qu'on creuse, quand on regarde que ce volet décès, il est dominé principalement par l'assurance décès emprunteur, qui est importante, effectivement, qui permet de la prise en charge du capital restant dû par l'assureur en cas de décès de l'emprunteur, mais qui ne permet pas forcément d'avoir une couverture additionnelle à la personne en cas de décès et surtout à ses proches. Le troisième constat, c'est que l'assurance vie, elle est dominée par ce qu'on appelle, nous, la collecte patrimoniale, c'est-à-dire des personnes qui ont les moyens et qui utilisent l'assurance vie justement pour diversifier leur investissement. Et la part des personnes qui, on va dire, s'inscrivent sur le long terme, notamment pour préparer leur retraite, reste relativement réduite. Et le quatrième constat, c'est que le secteur ou le segment vie commence à connaître un essoufflement, parce qu'à fin 2023, par exemple, le volume du segment vie n'a augmenté que à peine de 2%. Alors tout ça pour dire que le segment vie, je pense, on n'a pas encore tiré le plein potentiel de ce segment-là, et qu'il y a une forte population aujourd'hui qui n'est pas forcément bien adressée. Je pense aux jeunes, je pense à la classe moyenne, je pense aux populations les plus vulnérables. Justement comment toucher précisément ces différentes cibles? Moi, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le levier le plus naturel, c'est justement comment vulgariser, démocratiser, sensibiliser cette population-là. Je pense qu'il y a un travail qui est déjà engagé par le secteur, par la tutelle, mais qui reste pas forcément suffisant. Et justement, je pense que le rôle des médias, ils ont un rôle important dans ce sens-là pour continuer de sensibiliser, expliquer d'une manière relativement simple le rôle de l'assurance vie. Le deuxième levier, c'est l'innovation. Quand on dit innovation, c'est innover pour forcément aller répondre d'une manière concrète aux besoins de la population avec des solutions innovantes. Et dans ce sens, je vais donner juste un exemple de ce au niveau de Salam ces dernières années. Donc, on a lancé un produit d'essai. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'âge terme de 65 ans, 70 ans. Concrètement, donc quelqu'un qui va payer une prime pour être couvert, il peut payer la prime pendant 20-30 ans. Une fois qu'il arrive à l'âge de 70 ans, on va lui dire monsieur, vous êtes toujours en vie, marhaba, vous n'êtes plus assuré. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, comme produit, c'est de dire non, vous pouvez être assuré à vie. Donc, on a mis en place un produit où le client, l'assuré, peut être assuré à vie. Dans le même sens également, pour rester dans l'exemple du décès, pareil, la personne peut verser une prime pendant 20-30 ans. Ce qu'on appelle au niveau de décès, c'est un fonds perdu. Donc la personne
se retrouvent à la fin en payant la prime sans forcément être indemnisés. Donc on a donné la possibilité à l'assuré de récupérer la prime à partir d'un certain moment. Le troisième levier qui est à mon sens également important, c'est la digitalisation. La digitalisation dans le sens où on utilise les nouvelles technologies justement pour simplifier au maximum les démarches, simplifier au maximum les process de souscription, d'indemnisation et pour ramener les personnes à faire les choses d'une manière plutôt fluide. Voilà, l'heure est venue de terminer pratiquement cet entretien et l'heure est venue également de remercier c'est Mohamed El-Wali, DGA Business Unit Vie au niveau de la banque assurance auprès du groupe Sanlam. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, à nos questions, à notre invitation par la même. Et merci à vous de nous avoir suivis. Face à l'expert avec Sanlam.